Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes le 19 novembre 2024 et je suis très heureuse de vous retrouver. Bienvenue à cette édition du 1945. Voici le sommaire. Les formations politiques, en particulier celles de l'opposition, connaissent des scissions internes qui compliquent la formation de coalitions efficaces à un an de la présidentielle. Entre partis d'opposition et de position, la rédaction fait une analyse à découvrir dans un instant. Puis on parle du genre et du foncier rural entre enjeux et perspectives pour une gouvernance inclusive. La 5e édition des Assises nationales sur le foncier rural en Côte d'Ivoire s'est ouverte ce matin à Abidjan. Les détails dans cette édition. Enfin, Novembre bleu, mobilisation pour le dépistage des cancers masculins, une question de santé publique urgente. L'année 2025 est considérée comme une période déterminante pour le paysage politique ivoirien. À l'approche de l'élection présidentielle, certains partis politiques de l'opposition connaissent des divisions en leur sein. Et ce soir, on s'interroge. Pourquoi cette récurrence à l'approche des élections? Quelles pourraient être les conséquences de ces dissensions? Quelles pourront être les chances de ces partis politiques pour l'élection présidentielle à venir? Et surtout dans un contexte de scission, André Assemian, Mohamed Sen et Karel Dablé signent cette analyse politique. À l'approche des élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire, des divisions internes marquent des partis d'opposition comme le PDCI et le FPI. Le PDCI fait face à des tensions suite à la candidature de Jean-Louis Billon, qui conteste les règles du parti concernant la convention préalable. Parallèlement, Isiaka Sangaré a annoncé la création d'un nouveau courant au sein du FPI, nommé Démocratie et Valeurs, après son limogeage par Pascal Affi-N'Guessan. Ces désaccords sur les stratégies politiques et les alliances exacerbent les divisions internes à l'approche des élections. La posture adoptée par l'opposition est symptomatique de sa fébrilité à l'approche du scrutin présidentiel de 2025. Ces divisions internes les fragilisent et les distraient quant à mettre en place, n'est-ce pas, toute une stratégie politique pour conquérir le pouvoir d'État. L'opposition n'est pas encore politiquement prête pour assurer l'alternance politique en 2025. Cette division interne évoque celle observée avant les élections présidentielles de 2020, lorsque le PDCI-RDA était en désaccord avec Henri Konan Bédié et que des tensions au sein du MFA ont émergé, certaines factions se distanciant du parti au pouvoir. De plus, le FPI a connu un bicéphalisme avec la faction Gbagbo ou rien. Ces dissensions pourraient fragmenter l'opposition, limitant sa capacité à s'unir contre le parti au pouvoir lors des élections de 2025. Les conflits internes pourraient démobiliser les militants, entraînant une baisse de participation et facilitant ainsi la réélection du parti au pouvoir. Dans ce contexte, quelles chances auront les partis en proie à des divisions internes lors de la présidentielle de 2025? La première des choses, c'est de régler pacifiquement cette dissension. Malheureusement, au niveau du FPI, ce n'est pas le cas. M. Sangaré Isiaka et les autres, certainement, vont quitter le parti. Ils sont d'ailleurs suspendus. On attend ce que cela va donner au niveau du PDCI-RDA avec le cas Billon. Mais dans tous les cas de figure, je pense que ce n'est pas le moment des divisions internes. À un an pile de la présidentielle de 2025, les partis doivent rechercher la cohésion interne, l'union interne pour pouvoir affronter la citadelle électorale du RHDP en 2025. Les divisions au sein des partis d'opposition, alimentées par des luttes de leadership et des divergences stratégiques, pourraient avoir des conséquences majeures sur le déroulement et l'issue des élections présidentielles de 2025 en Côte d'Ivoire. Ces tensions internes risquent de fragiliser l'opposition, entravant sa capacité à s'unir efficacement face aux partis au pouvoir.
Et à présent, parlons de l'accès des femmes à la terre en Côte d'Ivoire qui continue de constituer une problématique majeure marquée par des inégalités persistantes malgré les lois favorables. Oui, les femmes n'ont toujours pas droit à la propriété, une situation qui constitue une entrave pour l'amélioration des revenus de la femme, mais aussi pour la sécurité alimentaire. Et c'est pour aborder cette problématique que la plateforme de la société civile dédiée au foncier organise depuis ce mardi matin la 5e édition des Assises nationales sur le genre et le foncier en Côte d'Ivoire. Plus de précisions avec Chelina Lebonsoro et Marion Été. Selon le recensement général de la population de 2021, les femmes représentent 47% de la population et 49% du poids électoral. Elles constituent 67% de la main-d'œuvre agricole et produisent entre 60 et 80% des aliments. Mais 75% d'entre elles vivent en dessous du seuil de pauvreté. En zone rurale, en Côte d'Ivoire, les femmes n'ont pas accès à la propriété et les règles successorales ne leur accordent pas les mêmes droits qu'aux hommes. Alinaka Lamarche, spécialiste des droits fonciers ruraux et urbains, souligne la nécessité de sensibiliser les communautés afin que les femmes puissent bénéficier des mêmes droits que les hommes. Voilà, donc puisqu'on sait que traditionnellement, on a des sociétés patriarcales. Des sociétés patriarcales, c'est-à-dire où l'homme est le chef de la famille. Et donc la femme n'a de droit que par rapport à ce que l'homme veut bien lui laisser comme droit. Et donc, compte tenu de cette réalité historique, on peut s'interroger sur le fait que, est-ce que aujourd'hui promouvoir une égalité parfaite entre l'homme et la femme, ce n'est pas quelque part aussi acter l'injustice, l'inégalité de fait. À travers l'organisation de la 5e édition des Assises nationales du foncier rural en Côte d'Ivoire, dont le thème est « Genre et foncier en Côte d'Ivoire, quel enjeu et perspective pour une gouvernance inclusive et une paix durable ?» Les experts en droit foncier se penchent sur l'égalité entre hommes et femmes, en particulier ce qui concerne le droit à la propriété. Adessou Kwaku Sena, secrétaire général d'Alerte foncière, une plateforme de la société civile ivoirienne dédiée aux questions foncières, souligne qu'il est essentiel de se demander pourquoi les femmes rencontrent des difficultés pour accéder à la terre. Quand vous regardez, vous allez exhumer les coutumes, vous allez constater que les femmes ont toujours du mal à accéder à la terre, voilà, du fait que on ne leur reconnaît pas. Voilà. Alors que de droit, les tests juridiques estiment qu'il y a nécessité de mettre tous les sexes, toutes les couches au même droit, et donc la question de l'égalité de genre est consacrée dans les constitutions et les lois en matière foncière. En 1998, l'adoption de la loi numéro 98-750 du 23 décembre n'a pas permis de résoudre les inégalités car le droit national ne confère pas de droit de propriété foncière rurale à ceux qui n'en avaient pas auparavant. Toutefois, le projet d'amélioration et de mise en œuvre de la politique foncière rurale en Côte d'Ivoire a permis en 2023 la délivrance de 33 000 certificats fonciers, dont 22% ont été attribués à des femmes, bénéficiant ainsi à environ 184 000 personnes. De plus, 11 000 contrats d'usage de la terre ont été signés. Sur le fil de l'actualité nationale, réunie du 19 au 24 novembre par la direction de l'Institut des études stratégiques de défense, les acteurs clés des secteurs publics et privés vont échanger sur des idées, des stratégies qui visent à établir des partenariats efficaces pour répondre aux défis sécuritaires actuels en Côte d'Ivoire. Francis Kofi était présent ce matin au lancement de cette session, suivant son compte-rendu commenté par JK. C'est une session organisée par l'Institut d'études stratégiques de défense, visant à rassembler des acteurs des secteurs publics et privés pour favoriser une compréhension mutuelle et encourager une collaboration proactive en matière de sécurité nationale. Depuis sa création par décret en 2018, l'Institut d'études stratégiques et de défense n'a cessé d'œuvrer à bâtir un cadre de réflexion pour anticiper les défis de sécurité. Les participants de cette deuxième SNRS auront l'opportunité de mieux comprendre l'Institut de la défense ivoirienne et d'appréhender les défis liés à leur mission. Le thème de cette session, intitulé « Ministère d'État, ministère de la Défense et entreprises stratégiques en Côte d'Ivoire, quelle collaboration pour la sécurité nationale ?» suscite un vif intérêt parmi les participants.
Les discussions vont mettre en lumière l'importance d'une synergie entre les autorités gouvernementales et les entreprises pour renforcer la sécurité et la stabilité du pays. Vous allez aussi explorer l'idée partenariale qui vise à l'instauration d'une véritable logique gagnant-gagnant, car ne l'oublions pas, le commerce privé peut à son tour être touché par une attaque terroriste, individuellement par ses infrastructures ou à une plus large échelle. Cette session de formation se déroule sur 4 jours, offrant une plateforme enrichissante pour les participants souhaitant approfondir leurs connaissances en matière de risque et de sécurité. Les acteurs présents ont exprimé leur engagement à collaborer pour créer un environnement favorable à la sécurité et à la prospérité du pays. Madame le directeur a souhaité que nous soyons là justement pour sensibiliser l'armée sur la nécessité de prendre en compte justement le volet cybersécurité, le volet cybercriminalité. Aussi acquérir l'expérience, savoir ce que fait l'armée, comment est-ce que l'armée peut nous aider à sécuriser l'aéroport d'Abidjan. Ils interviennent déjà à travers les différents plans d'urgence que nous avons. C'est hautement stratégique à notre niveau et c'est intéressant dans la mesure où ça nous permet, nous, de comprendre un peu les activités du ministère, mais aussi à notre niveau aussi de voir comment est-ce qu'on peut collaborer pour pouvoir aider justement nos frères d'armes dans la défense nationale. Cette deuxième session nationale de réflexion stratégique représente une étape essentielle dans l'établissement d'un cadre de coopération solide, indispensable au développement économique et à la sécurité nationale en Côte d'Ivoire. Les 32 acteurs clés des secteurs publics et privés vont échanger des idées et des stratégies pour établir des partenariats efficaces afin de répondre aux défis sécuritaires actuels. On parle de santé publique à présent dans la lignée d'Octobre Rose. Novembre Bleu est dédié à la sensibilisation, à la lutte et à la prévention contre les cancers masculins, en l'occurrence le cancer de la prostate. À cet effet, le secteur de la santé se mobilise pour engager et informer les hommes autour de la santé masculine. Plusieurs centres de diagnostic ont décidé de se joindre au mouvement en offrant tout au long de ce mois un dépistage gratuit pour les hommes de 40 ans et plus. Mohamed Sen, Orphée Conan et Henri Dianamé. Chaque année, en novembre, une mobilisation mondiale a lieu pour sensibiliser à la santé masculine, en mettant particulièrement l'accent sur le cancer de la prostate. Mais que pensent les hommes à ce sujet? Je connais Octobre Rose, mais Novembre Bleu, je ne connais pas. C'est ma première fois d'entendre. Octobre Rose, ça me rappelle aux femmes, précisément dans leur maladie concernant le cancer des seins. Novembre Bleu, je sais que c'est un mois qui est consacré à la maladie du cancer de la prostate, qui est une maladie des hommes. Je ne connais pas le Novembre Bleu. Octobre Rose, bon, ça me fait rappeler quelque chose, mais je ne reconnais pas aussi. Dans ce centre, nous avons rencontré des professionnels de la santé. Le docteur Obala, radiologue, est revenu en Côte d'Ivoire après avoir passé 14 ans à étudier en France. Il nous explique la maladie et les mesures de précaution à adopter. La prostate est une glande qui existe que chez l'homme, qui est située en dessous de la vessie et qui permet donc la production de liquide séminal et de l'ensemble des hormones de l'appareil urinaire. Pour prévenir les maladies de la prostate, il est recommandé de maintenir un bon niveau de vie, des mesures hygiéno-diététiques ainsi qu'une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Les consultations médicales annuelles sont également préconisées chez votre urologue praticien. Kouabenan, informaticien, profite de la campagne de dépistage du cancer de la prostate pour effectuer son test. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Je ne connais pas grand-chose dans cette maladie, mais vu les chiffres grandissants qui font peur aussi, voilà, c'est pourquoi je suis venu pour anticiper un temps soit peu. En Côte d'Ivoire, 4041 cas de cancer de la prostate ont été détectés, entraînant 2216 décès, ce qui en fait le cancer le plus fréquent chez les hommes, surpassant le cancer du sein depuis 2022. Les personnes dès l'âge de 40 ans sont particulièrement exposées à cette maladie. Bien que le dépistage soit essentiel, il est également crucial d'aborder les facteurs de risque et de souligner l'importance du dépistage précoce. Pour en discuter, le docteur Gbodjre, urologue depuis 2019, nous explique les enjeux liés à cette problématique. On peut avoir le PSA qui augmente lorsqu'on fait du vélo, lorsqu'on a une activité sexuelle, quand on prend un certain nombre de médicaments, quand on a un cancer de la prostate. Il faut donc faire une IRM de la prostate
qui va venir montrer en imagerie ce qui se passe au niveau de la prostate. Et après cette imagerie-là, le dernier examen pour pouvoir avoir un diagnostic bien détaillé du cancer de la prostate, c'est une biopsie de la prostate. Les statistiques montrent que les taux de survie des hommes atteints du cancer de la prostate ont considérablement augmenté grâce à des diagnostics précoces. Par exemple, 99% des hommes observés avec un cancer de la prostate vivent au moins 5 ans après leur diagnostic. Et les taux de survie à 5 ans varient selon le stade du cancer. On y va pour un tour à l'international. Entre saisies spectaculaires, crise minière et tensions géopolitiques, l'actualité hors de nos frontières reflète des enjeux sécuritaires majeurs. Et on fait le point avec Karel Dablé. À Bamako, une saisie remarquable a eu lieu le lundi 18 novembre. Un voyageur malien a été appréhendé à l'aéroport avec 1 270 000 € soigneusement dissimulés dans ses bagages. Cette opération a été réalisée par les agents de la direction du renseignement et des enquêtes douanières qui ont constitué un dispositif de surveillance renforcé. Malgré une tentative de complicité d'un agent muni d'un badge d'accès, le plan a échoué, témoignant de la vigilance des autorités maliennes. Cette saisie record coïncide avec le Forum des agents des douanes de l'UEMOA à Bamako, un événement centré sur la sécurisation des frontières fragiles face aux menaces du terrorisme et de la criminalité organisée, une problématique qui résonne également à l'échelle du continent. En Afrique du Sud, une autre forme de criminalité suscite des débats. À Stilfontein, plusieurs centaines de mineurs clandestins se sont retranchés dans une mine d'or, défiant les autorités. Cette situation a conduit le président Cyril Ramaphosa à soutenir une répression accumulée contre ces activités illégales, prononcées pour leurs impacts sur la sécurité et l'économie. Néanmoins, des voix s'élèvent pour appeler à des solutions durables et inclusives afin de résoudre ce problème persistant. Cette crise minière met en lumière les défis auxquels les États africains font face dans leur lutte contre l'exploitation illégale de leurs ressources naturelles. À New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies est confronté à des divisions concernant une résolution sur le Soudan. Initiée par le Royaume-Uni et la Sierra Leone, cette résolution qui vise à protéger les civils a été bloquée par le veto de la Russie, malgré le soutien de 14 autres membres. Cet incident a intensifié les tensions, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, qualifiant le veto russe de honteux. De son côté, Moscou défend l'idée d'une gestion souveraine du Soudan par son gouvernement. Cette impasse met en lumière les fractures profondes au sein du Conseil dans un contexte international déjà marqué par des crises telles que celle du Soudan et la guerre en Ukraine. À Moscou, le président russe Vladimir Poutine a franchi une étape significative dans la stratégie nucléaire de son pays. Ce mardi, il a signé un décret approuvant une doctrine nucléaire révisée. Ce document stipule qu'une agression contre la Russie ou ses alliés par un État non nucléaire, soutenu par une puissance nucléaire, pourrait justifier une réponse nucléaire. Bien que cette doctrine précise que l'utilisation des armes nucléaires demeure un dernier recours, elle souligne l'escalade des tensions sur la scène internationale déjà exacerbée par les nombreux conflits en cours. Avant de conclure, nous allons saluer la victoire ce soir de la Côte d'Ivoire face au Tchad, 4-0, un match cauchemar pour les Sao du Tchad qui ne sont pas qualifiés dans cette poule où la Côte d'Ivoire termine à la 2e place de son groupe derrière la Zambie. Et on se retrouve demain dès 19h45 pour l'essentiel de l'actualité. Tout de suite, le Grand Talk avec Issa Fadiga, cadre de la majorité présidentielle à l'initiative de l'application e-emploi destinée aux militants et sympathisants du RHDP. Excellente soirée à tous, bonsoir.